Donc on va commencer par se présenter. Éric Domain de l'APHP. L'APHP est membre fondateur de 4 IHU. L'IHU Imagine sur les maladies génétiques, l'IHU Institut du cerveau sur les maladies du cerveau, l'Institut ICANN sur le cardiométabolisme et membre fondateur de la Fondation Voir et Entendre avec l'Institut Foresight sur l'Institut sur les maladies de la vision. Voilà, je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour à tous, moi je suis Émilie Garrido-Pradalier, je suis directrice de la recherche à l'assistance publique hôpitaux de Marseille la PHM est membre fondateur d'un IHU bien connu qui est porté par la Fondation Méditerranée Infection. Bonjour, Gilles Duluc, je suis directeur de la recherche et de l'innovation et des maladies rares au CHU de Bordeaux. Et le CHU de Bordeaux est membre fondateur de l'IHU Lyrique, coordonné par le professeur Pierre Jaïs sur les maladies du rythme cardiaque. Et dernièrement fondateur également d'un IHU sur la dernière vague, portant sur les maladies vasculaires cérébrales. Bonjour, Sarah Eustache, je suis directrice de la recherche et de l'innovation au CHU de Strasbourg et nous sommes membres fondateurs de l'IHU de Strasbourg dont la spécialité est la chirurgie mini-invasive guidée par l'image qui a été fondée par le professeur Maresco. Alors quelques mots généraux pour rappeler le principe des instituts hospitalo-universitaires donc qui ont donc été créés dans le cadre du premier PIA en 2010. Ce sont des structures donc qui allient autour d'un projet de recherche, de soins et d'enseignement un centre hospitalier universitaire, une structure de recherche, en principe un organisme national de recherche, notamment l'INSERM, et une université, l'objectif étant de mutualiser les moyens et les ressources dans le cadre d'un projet d'excellence. Les IHU font partie des appels à projets du PIA qui sont très, très largement financés. Le premier appel à projet était de 300 millions d'euros. Il y a eu un deuxième appel à projet en 2019 d'un peu plus de 50 millions d'euros. Une vague de soutien de plus de 60 millions en 2020 et un nouvel appel à projet dont les lauréats ont été annoncés la semaine dernière, donc de 300 millions d'euros également. Donc le nombre total d'IHU aujourd'hui va passer de 7 à 19. Et il nous paraissait opportun de pouvoir faire un retour donc, sur ce qu'ont permis ces IHU depuis ces 10 dernières années. Donc voilà, quelles sont selon vous les principales réalisations de ces IHU qu'ont-ils permis sur ces différentes thématiques de recherche, d'innovation, de soins et d'enseignement. Peut-être Émilie pour commencer. Oui, alors l'IHU Méditerranée Infection a démarré dans la première vague. C'est un des IHU qui a été le plus doté avec plus de 100 millions d'euros de financement. Et il a permis une vraie dynamisation de la recherche à la fois fondamentale et clinique avec sur le site de la Timone un bâtiment unique permettant à la fois la prise en charge des patients, la venue des médecins et la venue des startups sur le même bâtiment, permettant une accélération en fait des découvertes et un développement de l'innovation sans pareil. Ce qu'on a connu à Marseille en termes de capacité de publication, de capacité de lien avec l'industrie, c'était par rapport aux autres disciplines en fait sur la même période sans commune mesure. Tu veux pas? Oui, alors, à Bordeaux, de façon plus générale, j'aimerais juste introduire sur un point un peu global. Faut se rappeler qu'au moment du lancement du premier PIA pour les IHU, le rapport Rocard-Juppé, le lancement du PIA faisait écho à ceux des pays qui inventent et ceux qui copient. C'était l'expression qui avait été employée et on pouvait basculer facilement de ceux qui inventent à ceux qui copient. Les IHU ils se positionnent là-dessus et en termes du coup d'innovation, on a quand même des prouesses assez extraordinaires qui ont été réalisées. Juste sur l'IHU de Bordeaux, celui qu'on connaît évidemment au CHU, on parle de nouveaux cathéters d'électrophysiologie qui ont été développés dans la pratique clinique et qui aujourd'hui sont appliqués aux standards de prise en charge des patients avec un vrai effet curatif. Donc il y a vraiment une modification totale des standards de prise en charge dans le soin. Donc ça c'est pour faire écho aussi au lien translationnel soins, recherche, formation et innovation. Et puis il y a aussi des développements autour de l'IA sur des logiciels à base d'imagerie pour par exemple et c'est une pratique désormais courante dans les interventions chirurgicales, diminuer des interventions d'électrophysiologie qui passent de 5 heures à 2 heures. C'est-à-dire que vous avez un patient qui aujourd'hui peut sortir du bloc opératoire au bout de 2 heures
avec un soin qui est même plus qualitatif, moins invasif que ce qui existait auparavant. Donc voilà, en termes d'innovation, quand on parle d'innovation des IHU, voilà de quoi on parle. On est sur un positionnement à l'échelle mondiale d'équipes qui font la différence en termes de soins, pour la France aussi en termes de répercussions. À Strasbourg, je dirais qu'ils ont clairement impulsé une dynamique d'innovation, ce qui est logique. De façon un peu plus concrète, ils ont créé de nombreuses startups, au moins une dizaine en 10 ans, ce que le CHU de Strasbourg n'a pas réussi à faire. Ils ont un portefeuille de brevets qui est particulièrement riche et ils ont pu contribuer, porter avec l'université un projet de RHU. Au-delà de ça, notre IHU s'est positionné aussi clairement sur la formation puisqu'ils ont créé une structure qui était adossée à l'IHU qui s'appelle l'IRCAD et qui a désormais des réseaux à travers le monde. Donc un enjeu de formation vraiment très important et qui a offert un rayonnement international très fort. Merci. Oui, on voit bien que sur l'ensemble des domaines, des champs qui sont couverts par les IHU, qui sont sur des thématiques très, très différentes, il y a eu beaucoup de réalisations en termes de recherche, en termes d'enseignement, en termes aussi de transfert de technologie et donc d'innovation industrielle. Les IHU, c'est aussi un nouveau mode de travail puisqu'on met en commun des ressources d'échus avec des ressources d'un organisme de recherche, avec des ressources donc d'une université. On est fortement incité aussi dans le cadre des IHU à développer les liens avec des partenaires privés. Donc j'avais une deuxième question de savoir est-ce que les IHU ont eu un impact eux-mêmes sur le fonctionnement des CHU, fonctionnement interne, relation avec des partenaires industriels, avec des partenaires académiques. Qui veut commencer ? Je commence. Oui, fondamentalement, en fait, ce qui est bien, c'est que puisqu'on parle d'un niveau d'excellence qui est concentré autour d'une structure, d'une infrastructure en tant que telle et d'équipe, on a forcément une obligation d'évoluer dans nos organisations. Et ce qui est, encore une fois, pour l'exemple bordelais, il y a la DRCI, la Direction de la Recherche et Innovation, qui est l'interlocuteur privilégié sur l'aspect d'innovation, de recherche clinique et de formation pour l'IHU, a dû complètement se transformer dans l'accompagnement de l'Institut Hospital Universitaire Lyrique. Je donne 2-3 exemples. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, on a des investissements massifs dans des nouvelles technologies, dans des nouveaux équipements, sur du comptage photonique, par exemple, en imagerie. On a également des investissements majeurs en matière de plateforme. Il y avait la table ronde précédente qui parlait d'impression 3D. On est aussi sur des développements d'impression 3D avec des applications cliniques immédiates. Donc c'est des gros investissements à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis on a également des organisations très concrètes au plan même RH, puisque dans les DRCI, on est obligé maintenant de doter les IHU d'équipes dédiées qui vont être capables d'aller chercher le montage de consortiums à l'échelle européenne ou même internationale, avec des études qui sont financées ou promues par des partenaires américains ou par exemple allemands. Et on n'avait pas ces compétences-là il y a encore quelques années, en tout cas à la DRCI du CHU de Bordeaux. Et c'est un saut qualitatif qu'on est obligé de faire pour accompagner ces IHU dans leur transformation aussi, parce qu'ils vont arriver à un moment où eux-mêmes vont devoir se positionner beaucoup plus dans des réseaux à l'échelle internationale. Alors nous, à Strasbourg, je dirais que la dimension I de la DRCI, la partie innovation, s'est réveillée assez tardivement. C'était une belle endormie à côté de l'IHU qui carburait pas mal en matière d'innovation. Donc ce qu'on a réussi à faire récemment, c'est à monter ensemble un extracteur d'innovation comme le font certains CHU. Mais nous, on a fait le choix de s'appuyer, de s'adosser vraiment à eux. En capitalisant sur leur expertise, leur expérience en matière d'innovation, ils ont des compétences que l'on n'a pas. Ils ont également des compétences en matière d'accompagnement dans le process d'innovation. Et puis en matière de prototypage, ils sont clairement positionnés sur la santé digitale. Donc ils ont un apport précieux que l'on n'avait pas forcément. Et nous, on a tous les investigateurs potentiellement porteurs de projets innovants. Donc on s'est réunis ensemble pour créer cette unité laboratoire de détection précoce de projets innovants. Donc on va dire que pour nous c'est enfin une plus-value. Ça a mis un petit peu de temps à émerger, mais ça nous a apporté une réelle plus-value. Oui, alors côté Marseille, je partage complètement ce qui a été dit sur l'impact sur les DRCI, en fait l'impact très positif qu'un IHU a sur les DRCI de CHU. Mais je dirais qu'au-delà, un IHU s'est transformant pour l'ensemble de l'établissement, l'ensemble du CHU. C'est-à-dire que
ça demande un accompagnement au niveau RH, puisque les médecins font à la fois partie du CHU et du projet d'IHU, les soignants aussi, et qu'on a des projets, la constitution d'un schéma pluriannuel qui fait qu'on doit évoluer à la fois sur les questions d'équipement, de RH, de locaux, etc. Donc évidemment, la DRCI est souvent le point d'ancrage et d'attachement, mais je dirais que les CHU en tant que membres fondateurs sont des parties prenantes des fondations ou des structurations du projet IHU par la suite, et que c'est pas uniquement l'aspect DRCI, même s'il est souvent présent, mais c'est pas uniquement l'aspect DRCI qui doit être, qui est derrière un projet d'IHU. Merci. Donc on voit de manière partagée que les IHU ont un impact qui va au-delà d'un simple aiguillon pour développer l'innovation. Il s'agit donc d'accompagner les projets de recherche, il s'agit d'accompagner de nouvelles méthodes de travail, et donc les CHU derrière doivent s'adapter, accompagner en moyens aussi les évolutions, les projets de l'IHU, mettre des compétences à disposition pour leur permettre d'avancer et de mener à bien leurs projets, et tout cela en restant bien sûr concerté et coordonné avec les universités, avec l'INSERM notamment, qui est très présente sur les IHU, mais c'est le cas d'autres organismes de recherche, et donc ça a un aspect très, très transformant pour les CHU. Une dernière question peut-être sur maintenant on dispose d'un recul d'un peu plus de 10 ans. Donc une dernière question sur les difficultés par exemple qui ont pu apparaître dans la mise en place des IHU. Là, on parle aujourd'hui des IHU avec un recul, on peut faire ce bilan. Tout n'a pas toujours été simple. Donc voilà, est-ce que vous auriez aujourd'hui des conseils à donner aux 12, dans la perspective de la constitution de 12 nouveaux IHU qui ont été annoncés? Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux CHU qui vont être impliqués, ou un bilan à faire? Alors oui, nous avons des conseils à donner sur certaines difficultés qu'on a pu connaître, notamment en termes de gouvernance. Pas uniquement, mais je pense que pour un CHU, l'aspect le plus transformant, c'est vraiment les aspects de gouvernance, et de comment on arrive à passer d'un projet d'IHU à une réalisation où sont présents l'ensemble des membres fondateurs, et où on n'a pas un pouvoir qui est donné à une seule personne, avec plusieurs dizaines, voire presque des centaines de millions d'euros qui sont délégués à un directeur qui en ferait ce qu'il souhaiterait. Donc nous, on a complètement retravaillé et refondu les questions de gouvernance avec les autres membres fondateurs, et notamment se sont posées des questions d'équilibre au sein des conseils d'administration, de capacité des personnes qualifiées en fait à prendre en charge un certain nombre de responsabilités. On s'est posé la question d'une formation ou d'une aptitude en fait de certaines personnes qualifiées qui pouvaient être désignées, ou s'il fallait qu'un membre extérieur soit en capacité de donner cette aptitude en fait au personnel qualifié, qui est un nombre de mandats limité pour les participations au CA. Et puis que le commissaire du gouvernement puisse, à échéance régulière, en fait, attester du bon fonctionnement. Et ça, c'est un apprentissage qu'on a vécu, vous le savez tous, avec difficulté à Marseille, mais l'ensemble des membres fondateurs aujourd'hui nous ont permis de reconstituer une fondation qui est équilibrée. Alors moi, sur des aspects beaucoup plus pratiques, je dirais qu'il est fondamental de s'accorder en amont sur des règles de promotion. Parce que notre IHU a fait le choix d'être promoteur de l'ensemble des études cliniques qu'il portait. Ce qui fait que le CHU était centre associé. Donc dans le cadre d'une promotion académique, vraiment personne n'était gagnant sur le plan financier, puisque vous savez que les études interventionnelles comptent pour les scores Y, mais l'IHU n'est pas éligible aux scores Y. Donc là, tout le monde était perdant sur le plan financier. Donc on a décidé récemment de s'accorder sur le fait que les études interventionnelles seraient promues par le CHU, ce qui me semble un élément fondamental, mais sur lequel on n'avait pas pu s'accorder dès le départ. Donc on a fait le choix de se dire que les financements Y complémentaires que l'on obtiendrait dans ce cadre, on se les partagerait pour recruter des ressources que l'on partagerait également, ce qui engage un rapprochement de nos DRCI ou équipes recherche à venir.
Il en est de même pour le partage de propriété intellectuelle, parce que tous les projets innovants vont se fonder sur des ressources et des données qui viennent des CHU. Donc il est fondamental qu'en amont, on puisse s'accorder sur le fait qu'il y ait un partage de la propriété intellectuelle. Là encore, on a essuyé les plâtres un petit peu à Strasbourg, où tous les projets innovants qui ont pu être menés dans notre IHU ont abouti à une propriété intellectuelle 100% IHU, enfin partagée avec les industriels, mais en tout cas le CHU n'a pas pu être associé. Donc c'est deux écueils vraiment très importants sur lesquels il faut s'accorder en amont pour que le CHU ne soit pas plombé par ce modèle IHU et que ça soit vertueux pour tout le monde. Oui, merci. Moi, je souscris complètement à ce qui vient d'être dit aussi. Peut-être que j'insisterai sur un dernier point qui me semble important, c'est que pour les plus anciens des IHU, du coup, les premières vagues, on est à plus de 10 ans d'ancienneté. Il y a aussi une nécessité pour ces IHU non seulement de se développer, de passer un cap, un saut qualitatif encore une fois dans leur développement pour être vraiment à une échelle internationale, mais du coup ça implique que ce ne soit plus considéré comme des infrastructures un peu à part qu'on essaie d'accompagner comme on pourrait accompagner un service un peu performant, mais aussi comment est-ce qu'on fait en sorte que le projet de l'IHU s'intègre en synergie avec des projets du site. Ça me semble être un élément important. Les IHU, c'est un financement de sites, c'est une politique publique pour les sites. Et il faut absolument qu'on arrive à faire des interactions entre les premiers IHU, maintenant les nouveaux, mais aussi d'autres projets. Les RHU ont été cités. Comment est-ce qu'on arrive à faire monter des projets collaboratifs sur site entre différentes infrastructures? Je donne un exemple. Désormais, on a 2 IHU à Bordeaux, un sur donc les maladies cardiovasculaires, et puis on a un nouvel IHU sur les pathologies vasculaires cérébrales. Et il y a un travail en cours qu'on mène de concert avec les équipes qui sont impliquées dans ces IHU, l'université, l'INRIA, l'INSERM, pour faire monter des projets sur des liens qui peuvent exister entre les pathologies cardiovasculaires et les pathologies vasculaires cérébrales. Et c'est probablement là qu'on a un enjeu et probablement la plus grosse difficulté à terme en termes de structuration de la recherche au plan local pour éviter d'avoir une dissémination des financements et du coup des projets, mais avoir une vraie politique de site commune. Et là, ça rejoint les sujets de gouvernance parce qu'il va falloir qu'on s'entende sur les règles qui ont été évoquées et puis aussi sur la ligne directrice qu'on se donne. Merci. Donc plusieurs enseignements qui sont tirés sur la nécessité de bien organiser la gouvernance et d'avoir des actions concertées avec les autres membres fondateurs. Nécessité aussi de bien fixer les règles du jeu et les règles de fonctionnement, en sachant que les IHU engagent la responsabilité bien sûr de leurs fondateurs lorsqu'ils mènent des actions, lorsqu'ils mènent des projets. C'est d'autant plus le cas avec la nouvelle vague d'IHU qui n'ont plus de personnalité morale. Et donc les projets qui peuvent être portés et parfois de ne pas respecter toutes les bonnes règles de pratique peuvent engager la responsabilité des fondateurs, donc nécessité d'avoir une vision claire de ces règles. Et puis peut-être aussi un point sur le modèle économique des IHU. L'ambition à l'origine en 2010, lorsqu'a été lancé le projet, c'est que les IHU parviennent à avoir un modèle économique qui soit stable. Aujourd'hui, il était ambitionné que ce modèle économique repose beaucoup sur la valorisation, sur l'innovation. On est encore assez loin du compte. Les IHU reposent beaucoup sur des subventions publiques avec des financements complémentaires qui ont été alloués en 2020, qui devraient l'être encore cette année dans le cadre d'une nouvelle vague d'évaluation des IHU. Il repose aussi beaucoup sur le mécénat, donc avec sans doute une fragilité autour de la communication et autour des enjeux de collaboration et de relations publiques auprès soit d'industriels, soit d'associations de patients qui peuvent être aussi présentes. Merci à tous de votre attention.